VDI. Bruxelles-Metula. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Judaïka, il est 8h, pas de VDI, mais bien Bruxelles-Metula par contre avec Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, nous ne prenons pas congé cet été, on continuera d'informer nos auditeurs avec vos analyses tous les vendredis de 8h à 8h20. Aujourd'hui on va parler notamment du Hamas dans la bande de Gaza, on parlera de la prochaine visite de Benjamin Netanyahou en France. On parlera aussi pas mal de sport avec les Maccabiades qui ont débuté en Israël hier soir avec les 2 victoires des clubs israéliens en Europa League et avec la belle victoire de Dodi Sela à Wimbledon. Là, on parlera de tennis. Stéphane, on commence avec la bande de Gaza. Alors, il y a un article que j'invite d'ailleurs nos éditeurs à lire sur le site de la Metula News Agency où ils auront encore plus d'informations par écrit. Mais Stéphane, dans cet article, on peut lire que Mahmoud Abbas s'est engagé dans une offensive économique pour asphyxier en fait la bande de Gaza. Alors Stéphane, le blocus, on entend toujours parler de blocus de la bande de Gaza par Israël, mais Stéphane, il y a aussi l'Égypte d'un autre côté. Est-ce qu'il faut aussi rajouter l'autorité palestinienne ou c'est plus compliqué que ça ? Non, l'autorité palestinienne ne peut pas appliquer de blocus parce qu'elle n'a pas de frontière commune avec Gaza et le Hamas. Mais ce que l'autorité palestinienne a compris, et Samuel Soudi également, notre chef de la MENA palestinienne, qui a effectivement pondu un article qui fera date cette semaine, qui explique que le Hamas est en perte de vitesse, que le Hamas dépendait largement des subventions du Qatar, à peu près $1 milliard par année, et que les États sunnites arabes, ont fait pression, on le sait, ont isolé le Qatar, ont rompu les relations diplomatiques et ont exigé notamment du Qatar qu'il exclue tous les représentants du Hamas qui sont actifs sur son territoire, qu'il coupe justement ces subventions de $1 milliard par année pour le Hamas et qu'il coupe également ses relations avec les frères musulmans égyptiens. On le rappelle à nos auditeurs qui le savent peut-être pas, mais les frères musulmans égyptiens sont l'organisation qui a créé le Hamas il y a de ça quelques années, et encore ce sont les mentors, notamment au niveau religieux, ceux qui indiquent la voie au Hamas. Donc il y a un énorme changement. Pour dire les choses clairement, le Hamas n'a plus de sous. Tout le monde comprend dans la région que tant que le Hamas contrôlera Gaza, on n'aboutira pas à une solution avec Israël, parce que certainement que les Américains ne feront pas pression sur Israël pour que Jérusalem accepte la solution à 2 États, alors qu'un des 2 territoires palestiniens serait encore sous contrôle d'un groupe palestinien terroriste et hostile à Israël. Donc il n'y a pas assez de Palestiniens, si on peut le dire ainsi, pour faire la paix avec 2,5 millions d'entre eux. Mais Stéphane, justement, pour revenir un court instant sur le Qatar, qui fait encore l'actualité avec ces pays voisins du Golfe qui leur mettent la pression pour signer un accord. Mais je voulais justement revenir sur le Hamas. Est-ce que c'est une victime collatérale en fait de cette crise diplomatique avec le Qatar, ou bien ils étaient directement visés, même si c'était secondairement ? On peut dire tous les deux. En fait, l'Arabie Saoudite et l'Égypte en tête. L'Égypte ne pardonne pas. L'Égypte ne peut pas modifier sa politique à l'égard des mouvements islamistes. Donc on vient de parler des frères musulmans, du Hamas, qui ont participé à l'aventure de Morsi, de l'ancien président islamiste en Égypte. On se rappelle des printemps arabes. C'est une guerre mordicus contre le Hamas, contre les islamistes. C'est la guerre des militaires égyptiens. C'est la même des Saoudiens qui ont peur du terrorisme, même quand il est sunnite, même quand il est islamiste. Et ça, c'est la première raison
des pressions sur le Hamas, sur le Hamas et sur le Qatar indirectement. On a peur dans ces régimes, on a peur de tout ce qui est extrémiste, de tout ce qui est islamiste. Et puis les Américains, on se rappelle de la visite de Donald Trump il y a quelques semaines dans la région, eh bien ils ont dit que si les États arabes voulaient une alliance forte contre l'Iran, s'ils voulaient jouir du soutien absolu de Washington, eh bien il fallait cesser de financer tout simplement le terrorisme islamique. C'est vrai pour le Hamas, c'est également vrai pour Daesh et d'autres groupes islamiques radicaux en Syrie et en Irak. Donc c'est une des conditions américaines et qui parle beaucoup notamment aux Égyptiens et aux Saoudiens, également aux Jordaniens qui ont besoin des armes et du soutien américain. Et puis il ne faut pas oublier non plus le rapprochement entre ces pays et Israël. Israël qui est l'ennemi du Hamas, Israël qui est la cible des roquettes du Hamas. Il y en a encore quelques-unes qui sont tombées ces 2 dernières semaines et qui met comme condition une cessation absolue du soutien par ces États du Hamas à Gaza. Donc on sent le Hamas affaibli dans cette nouvelle coalition, dans cette nouvelle alliance qui existe déjà dans les faits. On veut mettre le Qatar au pas, on isole le Hamas, mais alors là, Jim, attention, parce qu'on a 2 signaux d'alerte, et le premier, le plus important, vient d'Avigdor Lieberman, qui dit mettre le Hamas au pas, c'est bien, le mettre le dos au mur, c'est dangereux, parce que Hamas le dos au mur peut se lancer dans une guerre suicide, une guerre comme on en voit à Mossoul ou à Raqqa contre Israël. Et la même inquiétude est partagée par Mohamed Dahlan. Alors Mohamed Dahlan, c'était un des grands chefs de l'autorité palestinienne. Il est né à Gaza, mais il a également perdu Gaza lors du putsch du Hamas contre l'OLP en 2007. Et puis il espère bien rentrer à la suite de cet affaiblissement du Hamas. Ce qu'on aimerait en fait, c'est sans coup férir, sans aboutir à une nouvelle confrontation entre le Hamas et Tsahal. On aimerait que le Hamas comprenne qu'il n'a plus les moyens de diriger Gaza, l'aider à ne plus avoir les moyens de diriger Gaza et les remplacer par justement l'autorité palestinienne et des outsiders, des ex de l'autorité palestinienne comme Mohamed Dahlan, qui n'est pas en odeur de sainteté à Ramallah, la Moukata, donc au siège de l'autorité palestinienne, et qui aimerait bien faire son retour en s'installant, en étant, pendant un certain temps en tout cas, le responsable non Hamas de Gaza. Stéphane, si nos auditeurs ont envie d'avoir encore plus d'informations sur le sujet, je les invite vraiment à aller lire votre article, l'article de Samuel Sori de la Metula News Agency. Ils le trouveront sur votre site internet ou sur votre page Facebook. Stéphane, et l'autre sujet de cette semaine, on va revenir dessus tout de même brièvement, c'est la venue de Narendra Modi en Israël, le Premier ministre indien. Et Stéphane, on l'a vu, les images de 2 amis qui se promènent sur la plage. Alors ça s'explique comment cette relation aussi forte entre Benjamin Netanyahu et le Premier ministre indien? On peut ajouter également le président Rivlin, qui était vraiment un grand ami de longue date de Narendra Modi et de l'Inde. C'est un ami. On en venait à oublier qu'il y a seulement 25 ans que des relations diplomatiques ont été instaurées avec l'Inde. C'est la première visite d'un Premier ministre indien en Israël. Et puis, c'est assez simple. En fait, l'Inde est confrontée au Pakistan surtout, et le Pakistan qui faisait partie de l'Inde au moment de la déclaration d'indépendance, de même que le Bangladesh, et ces 2 États qui ont été créés sur le compte du territoire indien ont été destinés aux musulmans, et ces musulmans, surtout côté Pakistan, sont en situation de conflit permanent avec l'Inde. C'est des conflits importants, c'est 2 puissances nucléaires et l'Inde se trouve en fait dans la même situation qu'Israël. Est-ce que Narendra Modi a rappelé à Benjamin Netanyahu, c'est qu'entre le Bangladesh et Marrakech au Maroc, ça fait assez long ça, Jim.
il y a que deux États qui sont des démocraties et qui ne sont pas musulmans, c'est Israël et l'Inde, et ça crée effectivement des intérêts communs. Alors oui, on a reçu un ami qui est allé à Yad Vashem, qui est allé visiter le cimetière britannique à Haïfa, où de nombreux soldats indiens de l'armée britannique sont enterrés. Ils avaient participé à la reconquête de la Palestine durant la Première Guerre mondiale, lors de la guerre contre la Turquie. Puisqu'on a beaucoup aimé aussi en Israël, à Jérusalem, c'est qu'il n'y a pas eu d'étape palestinienne au voyage de Monsieur Modi. C'est la coutume. Tous les grands chefs d'État, y compris Donald Trump, se rendent d'habitude à Ramallah, sinon à Bethléem, s'ils n'ont pas envie de devoir rendre hommage à Yasser Arafat, qui est enterré dans la cour de la Moukata de Ramallah. Mais en tout état de cause, ils y vont tous. C'est une visite pratiquement obligée. Eh bien, pas pour Narendra Modi, qui n'est pas allé saluer les Palestiniens du tout. Il a voulu être clair dans son message. Et en revanche, il est allé rencontrer les 10 000 Indiens qui travaillent en Israël, la communauté juive d'origine indienne, et puis surtout, il est venu faire du business, parce que c'est dans l'intérêt des deux pays, justement, tout ce qui est armement face au Pakistan, et puis développement de missiles en commun. Nous, il nous manque de la place, l'Inde en a à revendre. On est en train de développer, faire les essais d'un nouveau missile absolument révolutionnaire, naval, et mer-air, et ces essais, ces mises au point, on les fait sur les bateaux, sur les navires indiens, donc c'est dire la proximité entre les deux pays. Et puis l'Inde a énormément besoin du savoir en agriculture développé vers les Israéliens. Puis l'Inde a un énorme problème d'eau non potable, d'eau salie, d'eau souillée. Et en Israël, nous sommes justement les champions du nettoyage de l'eau, la désalinisation de l'eau. Et ce sont des domaines où l'Inde n'a que des besoins criards et où on a fait du business cette semaine en Israël. Stéphane, il y en a un qui, s'il va en Israël, ira sûrement rencontrer l'autorité palestinienne. C'est Emmanuel Macron qui recevait d'ailleurs le président Abbas il y a quelques jours. Et là, on apprend aujourd'hui, c'est désormais officiel, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu le dimanche 16 juillet à Paris. Ce sera évidemment pour commémorer le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. C'est l'Élysée qui a précisé cette information. Alors Stéphane, la question que j'ai envie de vous poser, vous qui connaissez bien les coulisses diplomatiques internationales, est-ce qu'il y aura des discussions concernant la situation sécuritaire, concernant le processus de paix israélo-palestinien entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, ou ce ne sera pas le propos vu le sujet de ces commémorations? Bien entendu, Emmanuel Macron, c'est pas Narendra Modi. Il y aura des discussions en coulisses. Les discussions en coulisses, elles porteront surtout au sujet, elles sont largement consacrées au problème de terrorisme musulman que traverse la France. Alors là, on va travailler, mais on va pas en parler parce que on connaît la position d'Emmanuel Macron. On fait le silence. Il y a peu de débats de fond avec Macron. C'est beaucoup de verbiage. On est revenu au président Roy. On est presque revenu à la période gaulienne, je dirais. Donc, les choses sérieuses, elles vont se faire de manière extrêmement discrète. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels également Israël, on est toujours exportateur ces temps, peut aider la France, notamment avec des armes spéciales, notamment à l'aide du renseignement israélien qui fonctionne déjà à plein régime par rapport au gouvernement européen. Donc là, on va l'aider. Et puis, on sait qu'Emmanuel Macron veut jouer un rôle ou entend jouer un rôle prépondérant
dans le monde, et il soutient activement les Palestiniens. Il a même menacé les Israéliens à diverses reprises d'intransigeance par rapport à la politique de Netanyahou. Là, ils seront pas forcément d'accord. Et puis ce qu'on va savoir tout de suite, c'est l'orientation de ce nouveau président hors norme, hors code par rapport à Israël. On l'entendra parler, on l'entendra dans ses discours, et je pense lors d'une conférence de presse avec M. Netanyahou. Et à la MENA, on se fait pas trop d'illusions. On sait que les tensions vont... Si les tensions restaient dans les relations diplomatiques et politiques entre Israël et la France, ce qu'elles étaient précédemment, on serait déjà content. Mais nous imaginons qu'elles vont encore se détériorer parce que M. Macron, c'est la politique arabe de la France avec beaucoup de ses représentants dans son gouvernement, et c'est la politique musulmane de la France, c'est quelque chose de nouveau. Donc il n'y a rien de très bon à attendre de cette visite. Et puis je pense qu'on en parlera juste après, je pense que ce sera la semaine prochaine. Oui, Stéphane, des propos qui n'engagent que vous sur la politique arabe et musulmane du président français. On va passer à une page sport, Stéphane. Exceptionnellement, on va avoir 5 minutes pour parler de sport, mais de sport israélien, de sport juif. Alors, on va parler des Maccabiades, on va parler d'Europa League avec 2 victoires israéliennes hier soir. On va parler de tennis avec une belle victoire. Stéphane, on commence par la grande cérémonie, la 20e édition des Maccabiades. C'était donc hier soir au Teddy Stadium de Jérusalem. C'est la plus grande cérémonie jamais réalisée. Il y avait notamment un grand discours de Reuven Rivlin, le président israélien. Alors Stéphane, j'ai quelques chiffres concernant les Maccabiades. Il y a 10 000 athlètes. On parle de plus ou moins 20 000 supporters qui viennent de 80 pays différents. Alors on pratique vraiment quasi toutes sortes de sports. Il y a également du handisport. Stéphane, vous qui vivez là-bas, est-ce que vous avez déjà pu assister à des Maccabiades, à des matchs, à des cérémonies d'ouverture? C'est quelque chose qui est très suivi là-bas en Israël? Alors, cérémonie d'ouverture, dans ce cas-là, ça n'engage que vous. Hein. C'est quelque chose qui est destiné... C'est les Jeux Olympiques juifs. Hein. Au début, on cherchait les résultats. Les plus anciens parmi nos auditeurs se rappellent de Marc Spitz, par exemple, qui était un nageur qui avait remporté, si j'ai bonne mémoire, 5 médailles aux Jeux Olympiques. On a eu des records qui sont tombés au Maccabiades, mais on n'en est plus là. Maintenant, c'est une manière de réunir les jeunes juifs, les sportifs juifs. Tous ne sont pas dans un état et un niveau de compétition absolument exceptionnel, mais tous ont envie de participer. C'est la devise de Pierre de Coubertin dans son plus bel effet. L'essentiel, c'est de participer, ils le font. Il y a quelques différences, il y a quelques athlètes de bon niveau, mais c'est rare. Puis il y a des sports qui sont d'habitude pas représentés. J'ai vu juste avant de partir la grande arène de sport, notamment qui sert de terrain au Hapoel Jérusalem de basketball, qui a été transformé en patinoire olympique à Jérusalem, avec quelque chose comme 10 000 sièges. Et là, on aura du spectacle en hockey sur glace, avec la venue d'équipes de Russie, du Canada, d'Amérique, tant dans les seniors que dans les équipes normales, d'âge, enfin les équipes fanion, et chez les juniors, on attend de très belles confrontations. Il y a énormément, Jim, d'Israélites dans le monde entier qui pratiquent ce sport, le hockey sur glace. On a même une assez bonne sélection israélienne qui essaiera de tenir tête aux invités. C'est probablement l'un des sports dans lesquels les équipes israéliennes ne vont pas l'emporter, en tout cas pas facilement. Dans les autres sports, pour laisser des chances aux équipes et aux sportifs individuels qui viennent de l'étranger, on n'aligne pas nos meilleures garnitures. Souvent, c'est la 3e division, par exemple en football, ou les jeunes, les clubs de jeunes qui vont affronter nos invités. L'essentiel, c'est cette réunion, la réunion avec Israël, la réunion entre les jeunes israélites eux-mêmes, bien qu'on le précise, loin de là,
loin de nous de dire que tous les participants sont israélites. Il y a beaucoup de non-juifs dans les équipes qui nous proviennent d'Europe, des États-Unis et de tous les autres continents. Et c'est une grande fête. Personne ne prête, à part les sportifs eux-mêmes, une grande importance aux résultats qui vont être obtenus. L'essentiel, c'est vraiment cette fête. Et tout le monde est content, Israël est content. Il y a peu de reportages en direct des compétitions de la Maccabiade. C'est vraiment avant tout et pour tout la fête pour les 10 000 participants, les 20 ou 30 000 accompagnants. C'est la fête du sport juif, c'est la fête des jeunes juifs, Jim. Oui, Stéphane, on suivra ça de très près, de très près sur Radio Judaïka, avec notamment une très belle équipe de football belge, Stéphane. Je vous invite à aller les voir si vous êtes sur place lors d'un match en Israël. On les suivra de très près. Je pense qu'ils ont des chances d'aller très loin, Stéphane. Le football, on en parle encore. On jouait les matchs de qualification du premier tour, retour de l'Europa League. Alors, c'est très tôt dans la saison. C'est pour les pays qui sont un peu plus loin au classement UEFA, pardon. Et on a eu 2 belles victoires israéliennes, les deux sur le même score, 0-3 à l'extérieur. Oui, alors, c'est pas toutes les équipes israéliennes qui entrent dans la compétition à ce niveau. C'est 2 des équipes sur 4. Effectivement, on n'est pas très bien classé dans les tabelles de l'UEFA. Et on doit commencer avec des équipes de pays qui sont moins forts, qui étaient par le passé des pays à la pointe du football, comme Vasas, qui est une équipe hongroise, qui était une des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui, qui est tombée dans les profondeurs footballistiques au niveau des clubs et au niveau du pays. Beitar Jérusalem, qui péniblement avait gagné 4-3 à l'aller à Jérusalem. C'était un match assez extraordinaire, Jim, parce que à 5 minutes de la fin, les Hongrois menaient 3-1. Donc on a eu droit à 3 buts du Beitar en 5 minutes. On a craint pour cette équipe lors de ce déplacement en Hongrie. Et puis on a été agréablement surprise donc par cette victoire 3-0 qui ne souffre aucune discussion. Même résultat pour le Maccabi Tel Aviv à Tirana. Alors le Maccabi Tel Aviv l'avait remporté Israël 2-0. Et puis c'était pas suffisant parce que l'équipe de Tirana, qui est l'équipe phare du football albanais, était descendu en 2e division, donc on affrontait un club de 2e division, même s'il était le détenteur de la Coupe d'Albanie. C'était un résultat tout à fait naturel, mais disons que c'est plus facile à dire quand on finit avec des scores de 3-0 que quand on se laisse prendre dans des matchs pièges face à des équipes qui veulent briller en Europe, qui essayent de préparer leur saison et qui essayent d'engranger un petit peu d'argent face à leur public. C'est bien, c'est classé, c'est un X. Maintenant, on va devoir jouer. Enfin, ces 2 clubs vont devoir jouer face à des adversaires toujours plus forts à chaque tour. On attend bien entendu Hapoel Beersheva, qui vient d'acquérir 2 des joueurs étrangers les plus chers de l'histoire du football israélien, qui Hapoel Beersheva interviendra dans la compétition reine, c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Champions League, Jim. Stéphane, on n'a pas encore de coureur israélien au Tour de France, donc on n'en parlera pas. Mais par contre, l'autre actualité sportive du moment, c'est le tournoi de Wimbledon, un des 4 tournois du Grand Chelem en tennis. Et là, on a eu une belle victoire israélienne avec un nom que tout le monde connaît, celui de Dodi Sela. Alors Dodi Sela, c'est en plus un joueur qui vient du club où je pratique 3 fois par semaine le tennis. C'est le club de notre région, à Kiryat Shmona. Son frère également y joue. Enfin, c'est le club de la famille, c'est le club de nos copains. Dodi Sela, qui est 90e joueur mondial, affrontait un client sérieux en la personne de John Isner, l'Américain, qui était 21e mondial. C'est un des meilleurs tennisman de la planète. Il y avait non seulement 63 places entre eux, mais aussi 33 cm de différence, parce que Dodi n'est pas très grand. Quant à John Isner, il mesure 2,08 m tout de même. Et très 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 belle victoire, une des plus belles de la carrière de Dodi. Il a gagné en 5-7, 6-7, 7-6, 5-7, 7-6 et 6-3 finalement.
plus, il a présenté un très très beau tennis. Et au tour suivant, il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, 11e mondial, vous permettez. Et Doudi prétend qu'il a des chances et qu'il n'a pas peur de ce match. Nous, on va le suivre avec énormément d'attention parce que le tennis de Doudi Sela, qui est peut-être pas qui est peut-être pas dans le top 10 ou le top 20, mais a des choses à montrer. Il vient de le prouver face à Isner. Et puis quand il est en forme, il peut battre pratiquement n'importe qui. Puis ça fait longtemps, comme en football, que le tennis israélien ne brille pas. Alors quand on a la chance d'être au 3e tour de Wimbledon, eh bien, les adeptes de tennis ne manqueront pas cette rencontre face à Grigor Dimitrov. On ne la manquera pas non plus, Stéphane, ni de donner le résultat à nos auditeurs qui ne pourront pas suivre ce match en direct. Stéphane, 8h passées de 25 minutes. Merci d'avoir été avec nous ce vendredi matin. On vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'événements marquants, ni de catastrophes, ce qu'on souhaite, et on souhaite également un excellent week-end aux auditeurs de Radio Judaïka